Top Cadre, un spécialiste à votre disposition. Un cadeau pour les fêtes, venez découvrir tous les accessoires Beaux-Arts, ouverts du mardi au samedi, zone Euro 2000 à Kessargues. Tête à tête et nombre 7 ont sélectionné pour vous cette semaine L'âme blessée de Pierre Mincent. La volonté d'une petite fille en quête de vérité. Elodie, 11 ans, terminait ses devoirs dans sa chambre. Ça aurait pu être un mercredi comme les autres. Pourtant, une cruelle blessure ouverte à jamais l'attendait. Pour son 5e roman, Pierre-Étienne Mincent vous propose cet ouvrage que vous pouvez retrouver sur librairie.nombre7.fr. Il n'y a pas d'amitié possible entre deux hommes politiques, au moins dans le même parti. Édouard Herriot. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour suivre notre émission, notre dernière émission de l'année Tête à Tête, qui est diffusée sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes ce matin au restaurant Le W chez Alain Moula, notre partenaire. Bébé, Benjamin Baron est toujours à la vision et au montage accompagné de Romain, notre stagiaire, et l'incontournable caricaturiste de l'émission, Michel Monteil. Nos deux invités repartiront avec leur dessin. Vous retrouvez cette émission dès jeudi 12 décembre. Nous recevons, donc dans le cadre de cette émission, deux générations, deux mères différents, un homme, une femme. Elle a 39 ans, elle est maire de Clarensac, Marjorie Angelvin. Cette dernière se présente ou se représente pour un second mandat. Et William Portal, 74 ans, qui lui se représente pour un 7e mandat. Madame, messieurs, monsieur, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. Merci. Ah, une question importante. Tu étais il y a quelques semaines à Paris pour le congrès des maires. Quel est votre sentiment sur la position du président de la République, Emmanuel Macron, et l'estime qui est revenue par rapport aux maires des petites villes? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en reparler? Parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron laissait les maires un petit peu de côté. Marjorie, toi qui as assisté à ce congrès. Je pense qu'il est important que le président entende les maires. François Hollande disait en son temps que les maires étaient les fantassins de la République. Et j'y crois vraiment. Nous sommes au plus proche de nos concitoyens. Nous sommes le premier guichet. Et effectivement, cette année, nous avons eu ce sentiment que le président de la République revenait au chevet des maires et c'était important qu'il le fasse. William, ton point de vue? Oui, bon, mais il est similaire à celui de Marjorie. Les 36 000 communes de France, c'est quand même un symbole fort des fondements et des fondations de la République. 1792, la Convention. Je crois qu'aujourd'hui, il est normal que nos entités territoriales communes aient leur place dans la reconstruction territoriale de notre pays. Donc je pense que le président de la République, avec son amplitude intellectuelle, a bien senti qu'il ne fallait pas se mettre à dos les maires les maires de France. Donc aujourd'hui, on peut tresser. Moi, je suis un intercommunaliste convaincu. Et puis un fervent défenseur. J'ai travaillé 10 ans sur la loi SRU, les lois Chevènement, etc. C'est vrai que la territorialité a besoin d'être réformée en France, mais pas au détriment des petites collectivités, notamment des petites villes, et au détriment des 36 000 communes de France. Donc, je pense que ce qu'il avait fait l'année précédente, quand même. Il s'était mis un petit peu à dos les maires. Oui, hein, bien sûr. À dos, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que les maires déploraient un manque d'attention plutôt et un manque de précision au niveau des réformes annoncées. Et ça a généré des inquiétudes qui sont bien présentes encore aujourd'hui tant que les décisions étatiques n'auront pas été stabilisées. Donc tu as senti ce confort ou ce réconfort quand tu étais c'était au mois de novembre, fin novembre. Donc tu as senti cet intérêt qu'il avait maintenant par rapport aux petites communes ou aux maires en général.
Tout à fait, un intérêt certain pour les maires et surtout ceux qui le représentent. Parfait. Bien, alors, suite au soutien de La République En Marche à Yvan Lachaud, cela doit vous réjouir, non? C'est bien que La République En Marche soutienne Yvan Lachaud. Écoutez, pour nous, effectivement, c'est une bonne chose. Nous, on est dans le groupe de M. Lachaud au niveau de l'agglo, parce que, bon, moi, personnellement, ça n'engage que moi, ce que je veux dire. Moi, je suis un centriste convaincu, et puis indépendant. Moi, je n'ai aucune carte à aucun parti politique, mais je crois qu'au niveau de l'évolution de l'agglomération, bon, Yvan Lachaud, hormis le problème ni moi ni moi, nous on a souffert beaucoup de ça à l'agglo. Je ne sais pas si bon nombre d'élus. On a beaucoup souffert de ces rivalités nîmois-nîmoises, parce que l'agglo, c'est pas que Nîmes. L'agglo, c'est la ville-centre dont on ne peut pas nier la centralité. C'est impossible, ça. Nos enfants viennent dans les lycées, viennent d'aller sur les stades. C'est une ville-centre avec tout son potentiel de centralité qui est indéniable. Bon, derrière, il y a une première ceinture, semi-urbaine, moi je dirais aujourd'hui, les communes de Millau, Quessargues, Bouillargues, Marguerite, Manguel, etc., qui est très importante et qui est, aujourd'hui, dans une évolution semi-rurale pour certaines, semi-urbaine pour d'autres, qui sont plus près de Nîmes. Et la troisième ceinture, qui est une ceinture rurale, avec des villages qui ont une autonomie, qui n'ont rien à voir avec le monde urbain qui est Nîmes. Donc, voilà ce que je peux en dire moi, aujourd'hui. Nous sommes, je pense que c'est un signe c'est un bon signe pour le bassin d'habitat nîmois, parce que ce sont des prémices à un rassemblement. C'est la raison pour la mise en place, j'ajouterais, d'une conscience collective importante pour les uns et pour les autres. C'est la raison pour laquelle, tête à tête, souhaite inviter les maires de l'agglomération, tout simplement. Avec des positions différentes. Voilà. Alors, revenons-en à ce qui nous intéresse. Patrick Gervais, l'un de tes concurrents à ta liste, t'a posé une question la semaine dernière, ici même, sur ton agressivité. Alors, souhaites-tu avoir un droit de réponse? Oui, je peux et je dois répondre à Patrick Gervais, qui est un homme que je respecte beaucoup, et bien évidemment les gens qui me connaissent au quotidien savent très très bien que je ne suis pas quelqu'un d'agressive. Je pense que Patrick Gervais est peut-être un peu profane malgré son âge en politique et en campagne électorale. Alors il se voit agressé partout, même si c'est souvent lui qui pique au tout début. Bon, voilà, s'il fait allusion à deux réponses que j'ai pu lui faire sur les réseaux sociaux, et si je l'ai blessé, j'y présente mes excuses les plus parfaites. Mais voilà, oui, effectivement, Patrick Gervais s'est exprimé par deux fois sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui, selon moi, étaient passés totalement inaperçus dans son champ de vision ces 6 dernières années, et qui pourtant étaient bien présents. C'est le cas ce matin également sur Facebook. Ah, c'est le cas ce matin. Bon, écoutez, c'est le cas ce matin, puisqu'il dénonce les travaux faits rapidement, trop rapidement peut-être, à but électoral. Voilà, j'ai lu ce matin. Alors écoutez, vous savez, le problème de ces opposants, c'est que lorsque l'on va pas assez vite, on laisse dormir la jambe du contribuable. Lorsque l'on va trop vite, on le fait à but électoraliste. Moi, j'ai un mandat depuis le 4 avril 2014. Il s'éteindra le 22 mars 2020. Et j'entends bien exécuter ma mission. Je suis maire jusqu'à cette date-là. Il y a des projets qui sont en cours, qui ont été délibérés par le conseil municipal, et ils iront au bout. Est-ce pas plus difficile pour une femme d'être maire? Pourquoi donc, cher monsieur? Je te pose la question, chère madame. Non. C'est difficile, je pense, pour tout un chacun d'être maire aujourd'hui. Parce qu'on se rend bien compte qu'on est, je vous le disais tout à l'heure, le premier guichet de nos concitoyens. On ressent bien au quotidien cette souffrance qu'ont parfois nos administrés. Donc pour autant, est-ce qu'il est plus difficile pour une femme d'être maire? J'ai envie de vous dire que oui, on peut pas occulter le fait que on est au-delà de nos fonctions de maire de commune, on est nos fonctions de maire de famille.
Mais malgré tout, voilà, je pense avoir ma pleine place et tenir mon conseil municipal tel qu'il se doit, et que j'ai ma place à part entière au sein de l'agglomération, puisque d'ailleurs mes pairs et mes collègues m'ont élu président de groupe. Donc voilà, je pense que le fait que je sois une femme n'est pas un problème aujourd'hui. Parfait. Ah, c'est bien. Ton sentiment, J'entends bien le propos de Marjorie, effectivement. Je pense que d'abord c'est un grand mérite d'avoir drivé ce groupe là, pendant tout ce mandat, un mandat difficile, il faut le dire. C'était pas simple, surtout pour les centristes ou les indépendants que nous sommes. Nous ne sommes pas engagés dans une politique partisane, une politique de parti où bon, les idéologies prédominent et les animosités s'empilent les unes sur les autres. On n'est pas là, nous, on est là pour l'aménagement du territoire, le bien vivre ensemble, le respect des populations et dans leur diversité et dans leur façon de penser. Donc aujourd'hui, Marjorie a drivé ce groupe comme elle devait le faire dans le contexte de ses engagements. Et ça, c'est une bonne chose. Ça montre bien qu'aujourd'hui, eh bien, en 2019, on ne peut pas se passer de la réflexion des femmes. Ben, heureusement. Ce serait vraiment... Tu vois, voilà, s'il fallait que tu le sois conforté, ce qui m'étonne, tu l'es encore un peu plus. Je suis quelqu'un qui est de nature plutôt optimiste, et donc je me lance rarement dans des aventures ou dans des engagements si je n'y crois pas. Je suis quelqu'un de profondément convaincu en l'être humain et convaincu en la passion et en l'ambition qu'il mérite. Donc oui, si je n'avais pas la prétention de pouvoir faire les choses et de pouvoir bien les faire, alors je me garderai de les faire. Alors quel est votre sentiment en tant qu'élu, mais en tant que citoyen, sur les grèves qui paralysent le pays en ce moment? Elles sont l'expression d'un pays qui va mal, ou en tout cas qui a le sentiment de mal aller. Et donc j'avais dit au tout début de l'expression des Gilets jaunes, écouter les personnes qui sont dans la rue, c'est bien, ne pas les entendre serait dramatique. Voilà, donc je pense qu'il est vraiment important qu'on entende ce que peuvent dire ces gens qui sont dans la rue aujourd'hui, même si tout le monde aujourd'hui est bien d'accord sur le fait que la France a besoin de réformes en profondeur, de réformes ambitieuses et de réformes courageuses. Donc maintenant, il faut que tout le monde tombe d'accord et c'est pas chose simple. William? Oui, moi j'ajouterais simplement au propos de Marjorie que la France a besoin d'une conscience collective. Et on voit bien au niveau des revendications et du positionnement non seulement des relais d'opinion, mais des contre-pouvoirs, eh bien, partout, on sent un isolement des gens et on ne sent pas d'unicité dans la démarche. Donc c'est ça qui est grave, parce que cette démarche, elle est en place, elle se dégrade, parce que bien sûr, on voit bien les événements qui pénalisent l'économie locale, qui pénalisent évidemment les gens qui ont besoin de travailler, et qui pénalisent aussi la célérité avec laquelle doivent être mises en place les réformes aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, nos hommes politiques au plus haut niveau devraient s'astreindre à trouver une pédagogie appropriée pour générer cette conscience collective. On a le sentiment que chaque Français pense à sa façon, se regarde un peu le nombril, regarde un peu et n'a pas un esprit de mutualisation des problèmes aujourd'hui. Alors ça vient peut-être aussi de l'évolution de la précarité aussi. Donc les problèmes sociaux et la situation sociétale n'est pas excellente pour tout le monde. Il y a des strates qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas pénaliser à travers les décisions qui vont être prises. Quelqu'un qui a travaillé 50 ans, si on touche à son capital retraite, c'est normal qu'il soit réactif. Bien, revenons un petit peu à vos campagnes respectives, tous les deux. Alors, pour toi, William, 6 mandats au compteur et pas la moindre lassitude. À 75 ans, le maire William Portal se lance donc dans une 7e campagne municipale. Face à toi, William Portal, tu as 3 candidats
dont 2 issus de ta majorité. Denis Bruyère, premier adjoint, qui part avec la moitié de ton conseil municipal. Alors, Non. Et la moitié de tes adjoints De tes adjoints, alors. Oui, la moitié de conseillers municipaux et d'adjoints. Et Stéphane Guillemin, le troisième, ainsi que Rémi Nicolas, qui lui est plus à gauche, c'est un ex-socialiste. Oui. Mais lui, c'est pas son premier mandat. Non, c'est la troisième fois qu'il se présente. Mais oui, 3 ou 4, troisième fois, je pense. Bon, mais moi, à aucun moment, je conteste la légitimité de ces candidatures. Je crois que, bon, pour M. Guillemin ou pour M. Nicolas, bon, ils ont les ambitions que moi j'ai eues à leur âge, bon, tout simplement. Ils n'ont pas eu le plaisir de gagner, c'est dommage. Mais bon, on est là. Très sincèrement, et ceci dit avec humilité, je crois que bon, si la structuration non seulement de ma commune, mais du bassin d'habitat autour de ma commune, moi j'ai une casquette de conseiller départemental, eh bien, les gens n'avaient pas été satisfaits, ils n'auraient pas voté 6 fois pour la même équipe, quoi. Alors, derrière le renouvellement de l'équipe, ça me paraît normal. Quand il y a des ambitions qui naissent, bon, il faut les vivre, hein, il faut vivre ses convictions. Donc voilà, M. Bruyère a été mon premier adjoint, a été adjoint aux finances, pas premier adjoint, mais ça c'est pas grave, pendant 30 ans. Donc aujourd'hui, il veut le pouvoir. Bon, c'est légitime qu'il le... Donc, c'est pas la succession, on n'est pas sous l'Ancien Régime, hein, on n'est pas avant 1789, où le calife était désigné par les strates qui gouvernaient la France. Donc aujourd'hui, bon, les urnes trancheront tout simplement. Et je crois, je n'ai pas d'animosité particulière contre M. Bruyère. Comment il va faire? Il a adhéré à la démarche pendant 30 ans. Donc ça va être difficile pour lui de trouver un défaut. Et ce n'est pas difficile de gérer un conseil municipal dans de telles conditions? Pas du tout. Une majorité relative, on l'a vécu nous à l'agglo, hein, une majorité relative, au contraire, c'est un signe de bonne santé démocratique en fait. Hein, bon, parce que c'est là où il y a le plus de gens qui s'expriment, c'est là où on est obligé d'aller chercher et de trouver une pédagogie appropriée à ce qu'on appelle un consensus. Et donc, je crois que c'est peut-être là, je me l'aperçois dans ces prémices, dans ces liminaires de campagne électorale, où eh bien, tout le monde est présent, tout le monde est citoyen acteur. Alors ça, c'est quand même un signe de vitalité de notre démocratie. Après, derrière, à chacun de défendre son clan, j'aime pas trop ce mot, mais son équipe et les gens qui autour de lui ont adhéré à sa démarche. Donc pas de situation ni inquiétante, ni préoccupante. La mise en place d'une écoute non pas sélective, mais attentive de ce qui se dit, de ce qui se fait, des professions de foi qui vont se mettre en place. Est-ce qu'elles seront bien en adéquation avec l'économie locale, avec les moyens de la commune, et voilà, donc, et avec les choix de nos administrés. Sur Marguerite, nous avons une vie associative très 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 riche, oui, structurée. On aura l'occasion d'en reparler si nous avons le temps, parce que c'est vrai que ça passe très vite. Donc est-ce que vous allez faire appel à un poids lourd comme le fait Stéphane Guillemin, puisqu'il a demandé à Richard Tibirino de venir le soutenir bientôt sur Marguerite? Toi, tu as fait appel à Camille Lapierre. Oui, bien sûr. Ben, nous, toi, Marjorie? Non, j'ai pas ni cette volonté, ni même ce besoin. J'aspire à ce que mon village puisse avoir son propre débat et avoir pleinement cette place-là. Donc, bien évidemment, j'ai des amis en politique et tous celles et ceux qui m'apporteront leur soutien, je les en remercierai. Mais, déjà, ils commencent un petit peu à venir te soutenir? Non, pas spécialement, mais je pense qu'on est au tout début de cette campagne qui est un petit peu timide. En tout cas à Clarensac, voilà.
Oui, dans le même ordre d'idée, moi j'ai fait appel à l'Académie APR pour une simple et bonne raison, pas du tout une raison idéologique ou politique, c'est qu'il est président de Gare Alzheimer et nous, le siège de Gare Alzheimer est sur Marguerite. Et sur Marguerite. Donc, c'est pas très sain de signaler sa générosité, mais je veux dire, il n'y a que Marguerite qui a accepté d'accueillir cette structure qui est là et qui est très importante sur le plan de la structuration sociale de la ville. Alors, je me suis expliqué, moi, avec Richard Tiberino, avec lequel, qui siège au conseil départemental. Et donc, lors de la campagne des cantonales, je n'ai pas très bien compris la position des Républicains qui sont allés faire campagne. Ils ne sont pas très amis avec toi, il n'y a qu'à voir les dernières élections que tu as eues, notamment puisque Richard Tiberino, si je me souviens bien, avait dit que tu ne gagnerais pas cette élection, que tu ouvrais la porte au Front National, je ne me trompe pas. Absolument, bien sûr, alors que, nous, on a fait une grosse bagarre. Ah oui. Et on se demande comment vous avez pu récupérer autant de voix en 15 jours. Je crois que c'est ça, c'est la pédagogie de terrain. À un moment ou à un autre paye. Quand les gens arrivent à pénétrer les arcanes de ta démarche intellectuelle, ils adhèrent. Voilà. Oui, parce que là, tu as même... Et donc, je m'en suis expliqué avec Richard que je ne peux pas contester la moralité, la probité de Richard. Il est engagé, il vit ses convictions. Mais bon, je trouve ça un peu c'est un peu cavalier, comme on dit. Bien. Marjorie, quelles sont les solutions pour développer une petite ville de plus de 4000 habitants? Qu'est-ce qu'il faut faire rentrer de l'argent? On sait qu'il faut faire rentrer de l'argent dans une ville. Donc, quelles sont les solutions que tu proposes? Clarensac, on l'a compris depuis très longtemps, a une position géographique qui est atypique, puisque nous sommes excentrés du RD40 et que nous avons très bien compris que d'un point de vue économique, nous ne développerons pas de grandes zones économiques. Bon, quelque part ça nous va bien aussi, puisque nous revendiquons aussi cette ruralité, cet esprit terroir. Donc je pense que nous avons une carte à jouer, c'est celle de l'attractivité touristique. Nous avons une belle carte postale à développer. Et je suis persuadée que c'est en ce sens qu'il faut que nos réflexions aillent, parce que c'est un vrai vecteur économique aujourd'hui. Alors voilà. Oui, parce qu'il faut quand même de l'argent, il faut quand même des investissements pour pouvoir mettre une ville en évidence et la rendre belle. Donc, si vous n'avez pas de budget pour cela, ça va être difficile, non? Il faut aussi bien se rendre compte que nos villages, et Clarensac n'y échappe pas, doit vivre à l'échelle de ses moyens. Voilà. Donc moi, j'ai pas la prétention de faire devenir mon village la capitale économique de l'Avonage. Je laisse la place aux autres. Notre village doit faire en fonction de ses moyens, en fonction de ses besoins, en fonction aussi de la volonté de ses habitants qui cherchent aujourd'hui, qui viennent chercher à Clarensac, je pense et je l'affirme, des choses relativement simples, de la sécurité, de la salubrité, un cadre de vie agréable, la lumière brûle le soir, les poubelles sont ramassées, les routes sont refaites, et je pense qu'au-delà d'autres volontés, c'est le b.a.-ba que certains de nos concitoyens viennent chercher dans nos communes. Qu'est-ce qui reste à accomplir à Marguerite, William? Moi, sur Marguerite, je pense que la construction de la cité, c'est basé sur d'abord la structuration de l'économie. En 89, j'ai fait des réserves foncières importantes qui nous ont permis de racheter le contrat de la ménagère, dont je dirai le nom, et qui nous ont permis de mettre en place les fondations de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes une commune avec 2 zones d'activité très importantes. De Saint-Gervasy à la sortie de l'autoroute A9, c'est 1200 personnes qui travaillent. Et ça, pour moi, encore une fois, dit avec beaucoup d'humilité, c'est essentiel.
Après, derrière, il y a le problème de l'urbanisation, bien entendu, et le problème de la mobilité. Ce sont les trois fondements du développement d'une cité aux portes de la ville. Alors, ce qui fait que nous, Marguerite, on rentre, 2,4 millions d'euros de taxes dans l'escarcelle de l'aglo, quoi. Je veux dire, donc, on apporte pour commun. Je suis, moi, un intercommunaliste convaincu où je suis. Alors, non, je ne suis pas plus porteur de vérité que l'autre, mais je suis absolument certain que le sauvetage de notre société aujourd'hui passera par une mutualisation des problèmes et par une nouvelle territorialité, sans gommer les 36 000 communes dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'économie, c'est la base de tout, et c'est une compétence obligatoire de la nôtre. Et puis cela, la gare de Manduel va faire du bien également à Marguerite, puisque la gare de Marguerite va réouvrir. C'est ça, hein? Oui, absolument. On a une réunion de concertation demain soir à Marguerite sur l'ouverture de cet axe ferroviaire sur la rive droite du Rhône. Et ça, c'est que du bonheur pour nous. Vous imaginez un peu le jour où le train, on a racheté la gare. C'est l'aglo qui a racheté la gare de Marguerite aujourd'hui. Aujourd'hui, on a financé, Nîmes Métropole a financé la virgulette qui permet le contournement en fret de la ville de Nîmes. C'est extraordinaire, ça, les gens ne savent pas, ça, il faut, vous, les autres médias, il faut le souligner. C'est important. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est une libération des sillons, si vous voulez, qui va permettre de remettre en circulation ces gares. Un étudiant du bassin d'habitat de Marguerite va pouvoir prendre le TER le matin, aller sur son campus universitaire avec une structure qui s'appelle Carte à tout, qui a été initiée par M. Frêche à l'époque. Moi, j'ai travaillé avec M. Frêche et M. Guessou. Et aujourd'hui, aller sur son campus universitaire le matin, revenir le soir chez lui, c'est extraordinaire sur le plan social, les économies que ça va générer, l'égalité des chances que ça va mettre en place. Moi, j'avais des familles, qui ne pouvaient pas payer d'études supérieures à leurs enfants, parce que un logement sur le territoire montpelliérain, c'est 500 ou 600 euros par mois. Voilà. Donc voilà des choses très très concrètes qui ont été amenées par le biais de l'intercommunalité. Parfait, c'était bien de le souligner. Qu'est-ce qui fait que Clarensac pourra se rapprocher de Nîmes? Est-ce que les transports sont suffisamment présents? Est-ce qu'il y a une facilité de transport pour venir sur Nîmes ou pour revenir? Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec l'agglomération. Alors je me tourne vers mon collègue de la mobilité qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il y avait des priorités. Gérer, c'est aussi faire face aux priorités. L'agglomération y a travaillé et il faudra très sincèrement que tôt ou tard elle se tourne vers l'avonage. Les vonageoles ont été patients jusque-là, mais je pense que il faudra que sur le mandat prochain il y ait des vraies ouvertures de désenclavement, en tout cas sur le réseau routier. C'est indéniable et c'est indispensable. Donc ça, en collaboration avec Nîmes Métropole, ça peut... Mais vous savez, aujourd'hui, nos communes ne peuvent pas faire différemment que de travailler en collaboration le président de cette... Impossible. Bon, j'ai cette délégation à Nîmes Métropole, cette vice-présidence, la mobilité, mais c'est essentiel aujourd'hui. Quand on voit les enquêtes déplacement, domicile, travail, c'est vital. Avant la mise en place de dispositifs pour les loisirs, je ne dis pas que je ne conteste pas les voies vertes, la politique départementale à laquelle j'adhère complètement, mais derrière la mobilité, c'est très important. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a traité la centralité de la ville d'abord avec cet axe ex-est-ouest qui est en train de se mettre en place, qui va venir jusqu'à la gare ici, et ensuite derrière l'extension du T1 qu'on a inauguré sur Quessargues, et qu'il faudra certainement remonter plus haut, au plus près de Saint-Gilles, et bien sûr l'axe de l'avonnage qui est vraiment un axe saturé complètement. Donc aujourd'hui, je pense que l'avènement de ce mandat qui se présente à nous aujourd'hui, ce sera, comme le dit Marjorie, de prendre en considération cette troisième ceinture, qui est cette ceinture rurale ou la ceinture vonajole, qui a besoin qu'on oxygène sa mobilité. L'émission va s'achever. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marjorie? Quelque chose à rajouter? Oui, moi, je suis une passionnée de mon village, alors je pourrais en parler toute la journée. Et puis alors avec
un collègue comme William Portal, c'est des discussions passionnantes et passionnées. Non, moi tout ça veut dire que je suis Clarence-Saccoise depuis toujours. J'y ai fait mon enfance, j'ai fréquenté les écoles du village et que j'ai encore beaucoup d'énergie et d'ambition pour mon village qui le mérite. Donc je me suis entourée d'une belle équipe de gens compétents qui ont envie de donner sans arrière-pensée. Et nous serons au rendez-vous des prochaines échéances. Et ton équipe a été renouvelée Pour partie. Pour partie. Pour partie. Nous sommes renouvelés de moitié. Nous sommes complets. Nous sommes à la tâche et nous répondrons présents, bien évidemment. William, je te voyais noter certaines choses. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour du problème. On n'a pas parlé d'environnement. Je pense que c'est important également. Et aujourd'hui, dans le cadre des compétences optionnelles de l'aglo, on a pris au niveau de l'aménagement du territoire, on a pris en compte les problèmes de transformation de nos paysages, mais respect de tout ce qui est patrimoine vernaculaire, par exemple, tout ce qui est protection de la forêt méditerranéenne. Moi, j'ai deux exemples. Sur des réserves foncières que j'ai fait au Maspadin, on a un parc éco-urbain et périurbain qui est très intéressant, où toutes les populations du bassin d'habitat peuvent venir faire du sport, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est un élément important, hein, la préservation de cette forêt méditerranéenne entre Nîmes et Romoulin, sur le bassin d'habitat, pas uniquement de nos communes. Il y a des initiatives régionales qui sont importantes. Il y a un PNR qui est en train de se mettre en place. Et je crois qu'il y a une certaine... est en train de naître, non pas une attitude intériste vis-à-vis de l'environnement, mais une attitude responsable. Les gens prennent conscience à tous les niveaux des besoins de protéger cet environnement. Nous sommes obligés de conclure cette émission. En tout cas, merci Marjorie d'être venue dans l'émission. Merci Patrick. Merci à toi aussi, William. C'est un plaisir. C'est une seconde fois que nous étions venus dans ton bureau. Moi, je suis un bavard. Oui, je sais que tu es un bavard. Donc, merci à toutes, merci à tous. Écoutez, restez-nous fidèles. Nous nous reverrons l'année prochaine, en 2020, qui sera chargée d'émotions sûrement, que ce soit culturel et que ce soit politique. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles.